Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Merci de nous rejoindre pour notre conférence mensuelle d'investissement. Nous allons parler de géopolitique, nous allons parler de macroéconomie. Nous n'échapperons pas à un peu de virus, malheureusement. Et nous évoquerons ce que nous avons fait dans les fonds Finaltis Titan, Finaltis Digital Leader, ce que nous faisons ces tout derniers jours, et ce que nous avons fait aujourd'hui, et ce que nous envisageons de faire dans les jours qui viennent. Donc très rapidement, comme de coutume, un avertissement qu'on connaît évidemment tous par cœur, donc passons-le rapidement. Vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez lors de cette intervention, qui est un format webinaire, poser des questions via le chat. Nous y répondrons au fil de l'eau ou à la fin de cette intervention qui est prévue pour durer environ 45 minutes. Commençons rapidement à la fin du mois d'octobre par les performances du mois. On a dû, alors que nous étions très contents, Bruno et moi, d'avoir terminé un peu en avance cette présentation vendredi, vous imaginez qu'avec les jours que nous vivons sur les marchés hier et aujourd'hui, eh bien, ces performances ne sont évidemment plus à jour. Et on a donc fait un point hier soir sur le transparent suivant. Donc, à fin octobre, les deux fonds affichent des performances depuis le début de l'année de moins 7,4% pour Finaltis Titan, plus 12,3% pour Finaltis Digital Leaders. Les deux ont eu un rebond très important depuis les points bas de mi-mars, précisément le 23 mars pour Finaltis Titan, le 16 mars pour Finaltis Digital Leader. On parle de rebonds extrêmement conséquents puisque ce sont des rebonds de 35% et de 44% pratiquement, respectivement pour Finaltis Titan et Finaltis Digital Leader. L'image projetée à hier est assez différente puisqu'on a connu une semaine dernière particulièrement positive et puis une journée hier liée évidemment aux nouvelles annoncées par Pfizer en matière de lutte contre le coronavirus. Et donc les marchés fort haussiers qu'on a connus ces derniers jours ont permis à Titan de repasser positif depuis le début de l'année, de 30 centimes en l'occurrence à hier soir, et à Finaltis Digital Leader de poursuivre sur sa lancée à plus 18,4% depuis le début de l'année. Rapidement, quelques points géopolitiques d'attention. Ça fait plusieurs mois qu'on évoque les élections américaines. Celles-ci se sont passées la semaine dernière. On a été tenu en haleine par les résultats et il semblerait que le président, qu'on peut aujourd'hui qualifier de sortant, souhaite engager des procédures peut-être pénales, mais en tout cas des investigations quant aux conditions de ces élections. Ce sur quoi nous souhaiterions donner un petit coup de projecteur, c'est ce qui se passerait, à notre avis, ou les questions qu'on peut avoir dès le 20 janvier prochain, sachant que la situation qu'on aura très vraisemblablement, c'est une situation avec un président démocrate, Joe Biden, et Kamala Harris, vice-présidente, qui aura une importance bien supérieure à la plupart des vice-présidents qu'on a connus dans les dernières années, ne serait-ce qu'à cause de l'âge de Joe Biden et du souhait qu'il a de la mettre clairement en avant. Donc, d'un point de vue géopolitique, à partir du 20 février, dans la mesure où on a une présidence démocrate, une Chambre des représentants qui restera démocrate et un Sénat qui, très vraisemblablement, malgré les élections partielles qui ont été reportées en Géorgie au 5 janvier prochain, restera républicain, on va avoir une administration qui va devoir composer avec le camp, une administration démocrate qui va devoir composer avec le camp républicain jusqu'aux nominations qui devront être validées par le Sénat et le seront ou ne le seront pas selon les situations. Donc, on va avoir un président qui doit donner des gages à son aile gauche et vraisemblablement les deux grands thèmes qui vont de différence avec l'ère du président sortant et de son administration sortante, ce sont les thèmes de l'environnement, avec un vraisemblable retour dans le cadre de l'accord de Paris, Joe Biden l'a d'ores et déjà annoncé, et le retour sur le devant de la scène internationale des droits de l'homme, ce qui, vous l'aurez tous noté, semble déjà poser un peu de problème à un certain nombre d'hommes forts, appelons-les comme ça, pour ne pas les appeler autocrates ou carrément dictateurs, en l'occurrence le russe Poutine, le chinois Xi et le turc Erdogan, qui n'ont pas franchement envie qu'on leur serine à longueur de journée les problèmes
de droits de l'homme dont ils ont parfaitement conscience qu'ils ne les respectent pas ou pas du tout ou pas vraiment. Donc aujourd'hui, on est dans un environnement géopolitique où on va les uns et les autres redécouvrir le sens d'un certain nombre d'acronymes, et en l'occurrence, les acronymes correspondent aux traités dont l'administration Trump a, au cours des 4 dernières années, cherché à sortir ou est carrément sorti. On pense notamment au traité de Vienne avec les Iraniens, où il est assez vraisemblable que sans pour autant vouloir perdre les avancées réelles qu'il y a eu notamment entre les pays arabes et les pays israéliens auxquels l'administration Trump n'était pas du tout étrangère, au contraire, eh bien, on cherche à réarrimer l'Iran au cortège et au concert des nations internationales. On va certainement revoir les États-Unis pointer dans le cadre de l'accord transpacifique qu'on a tous un peu oublié, mais qui avait été signé par l'administration Obama et dont l'administration Trump était sortie en 2018. C'est très important pour les pays concernés, bien sûr, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande et Vietnam en tête. Et c'est un des éléments du containment, en mauvais français, de la Chine, met en place d'un point de vue économique, ou en tout cas une forme de réponse à l'endroit de la Chine. Ça sera très certainement poursuivi par l'approfondissement des liens avec l'Inde et avec le Vietnam, toujours dans cette logique de containment de la Chine. Je ne vais pas passer en revue les différents points, puisque certains sujets seront simplement dans la continuité de l'administration Trump. Ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle administration que l'état profond américain va varier. Il est certain que ça va être dans une large mesure et à modulo les éléments concernant les droits de l'homme et l'environnement, un peu plus de la même chose, un peu partout, avec peut-être une exception pour Cuba, mais on ne peut pas dire que Cuba ait un impact majeur d'un point de vue économique. En revanche, en termes de déstabilisation potentielle, je me suis permis de mettre quelques fusées, deux fusées en l'occurrence, sur la Russie. Il est tout à fait évident que dans son plus pur style ex-KGB, notre Vladimir Vladimirovitch va tester l'administration Biden. Il va la tester un peu partout où il le peut, peut-être en Ukraine, en Syrie, en Turquie, au Venezuela, où c'est lui qui a quand même pas mal les cartes. Et on a évidemment celui que Trump surnommait il y a quelques années encore Rocketman, donc Kim Jong-un en Corée du Nord, qui va faire mentir le surnom de son pays, qui ne sera certainement pas le pays des matins calmes. Très prochainement, lui aussi va aller tester les limites et au moins gesticuler et peut-être plus. Donc, facteur d'instabilité à venir. Néanmoins, revenons sur quelques épisodes dont on a parlé les séances précédentes. Bruno ? Oui, Denis. Alors, donc, sur la crise, le rêve envolé de la reprise en V, hein, c'est bien clair que le V n'est pas la bonne lettre pour qualifier cette crise. Une crise profonde dont on ne connaît pas toujours et encore les modalités de financement. Deuxièmement, les banques centrales. Donc, on avait fait, vous voyez, tous les présidents en petits hilards américains dépenser l'argent des autres, c'est toujours plus agréable que dépenser le sien. Tout ça nous emmène dans un désordre monétaire majeur et on va en parler un petit peu. Un point qui est vraiment à l'ordre du jour, l'équilibre qu'il faut trouver dans les portefeuilles entre le reopen et le stay at home. Ça a été très très violent ces derniers jours en faveur du reopen. Et puis les grands risques, Denis en a cité certains, et notamment une moindre efficacité peut-être de l'action des banques centrales dans les mois ou les années à venir. Alors, bien entendu, on ne peut pas évacuer du tout le sujet du coronavirus. Ce n'est pas parce qu'hier, on a eu cette annonce que tout le monde attendait depuis longtemps, et on espère qu'on en aura d'autres, que les choses sont réglées. Donc, Pfizer et BioNTech ont annoncé un virus dont le taux de succès a confirmé, bien sûr, mais est très élevé, serait très élevé. Il s'agit d'une technologie révolutionnaire, un développement à base de recombination d'ADN qui n'est pas sans poser des problèmes évidemment logistiques. On imagine bien que vacciner le monde entier, c'est très compliqué, surtout quand l'efficacité du virus est liée, pas du virus, du vaccin est liée au maintien à une température de l'ordre de moins 60 degrés. Donc en termes logistiques, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, néanmoins, gardons en tête un certain nombre de choses. Cette maladie va continuer à déstabiliser l'économie mondiale, mais ça ne sera pas pendant 10 ans. Je veux dire, elle aura un impact selon les
qui va aller de quelques trimestres à jusqu'à 2 ans, pensons-nous, sur les secteurs les plus majeurs. On donnera un exemple un peu plus tard. Les développements et les nouvelles qu'on va avoir sur le front du traitement du virus, qu'il s'agit des cas et du nombre de cas, des détériorations sanitaires, des environnements sanitaires et des vaccins qu'on va trouver, et bientôt donc la logistique à mettre en place pour les vaccinations, vont être les indicateurs les plus importants à suivre quant au futur de l'activité économique, parce qu'à notre avis, et c'est le troisième point, choisir, comme on l'entend parfois dans la presse, avec des ministres qui seraient soi-disant pro-économie et des ministres qui seraient soi-disant pro-santé, donc opposer économie et santé, ça n'a aucun sens, puisqu'on n'imagine pas une économie qui fonctionne sans une santé des acteurs de cette économie et la confiance retrouvée. Alors, vous verrez que dans notre présentation, on a un ton résolument optimiste, hein, parce qu'on pense, Denis et moi, que le contexte actuel n'est pas le plus défavorable pour déployer du capital et investir. Il n'en reste pas moins qu'il faut, on est tous contraints de prendre conscience de la situation économique actuelle. Elle est pour le moins préoccupante et elle justifie, selon nous, des solutions radicales. 2 solutions radicales se présentent, certaines sont quasiment mises en œuvre. Le hélicoptère monnaie, d'abord. Vous avez vu que la consommation a très bien tenu aux États-Unis, alors que les chiffres de l'emploi étaient calamiteux. La raison est très simple, hein. On a carrément envoyé de l'argent par la poste aux Américains. Le chômage partiel en France est une forme aussi d'hélicoptère monnaie. Et probablement, on ira encore plus loin, c'est-à-dire que ce qui se pointe à l'horizon, c'est une fusion tout simplement des politiques fiscales et budgétaires avec les politiques monétaires, donc une fusion en gros des trésors nationaux avec les banques centrales. On a déjà quelque chose qui ressemble à ça au Royaume-Uni, puisque la Bank of England a dit qu'elle allait financer des travaux d'infrastructure directement avec l'argent sorti de ses caisses, sans même passer par le marché obligataire. Donc, prendre la mesure de la situation, c'est regarder des exemples en détail, et on avait envie de prendre un exemple qui vous tiendra sans doute à cœur, qui est celui de la France. Donc, la France, c'est un pays qui a 5 secteurs forts traditionnellement: l'agroalimentaire, la pharmacie, le tourisme, l'aéronautique et le luxe. Alors, je précise tout de suite que le luxe, ce n'est pas LVMH. Hein. LVMH est une superbe société française, c'est vrai, mais qui, comme L'Oréal ou Chanel, n'a plus grand-chose à voir avec la France en tant que telle, puisque c'est à peine 10% du chiffre d'affaires d'LVMH qui est fait en France, et la bonne tenue d'LVMH s'explique plus par la bonne tenue de l'économie chinoise, bien sûr, que par la bonne tenue de l'économie française. Donc, quand on a 5 secteurs forts et 3 qui sont à terre, bien entendu, ce qui se présente, c'est une dégradation de la balance commerciale. Donc, déjà, nos comptes extérieurs sont très mauvais. Hein. Ils étaient très mauvais avant le Covid. Vous imaginez ce que ça va donner dans les mois à venir. Deuxièmement, la France, vous le savez bien, c'est un pays surréglementé. Il faut entre 4 et 5 fois plus de temps pour construire une usine en France qu'en Allemagne. Des salaires très chargés, hein, des charges élevées en général, et une pression fiscale plus généralement qui est très élevée, puisqu'on a pris la tête des pays de l'OCDE en termes de pression fiscale en 2015, et c'est une place qu'on souhaite jalousement conserver, puisque 5 ans plus tard, on est toujours le pays qui est le plus fiscalisé. Si on parle de la dette, ce n'est pas beaucoup plus réjouissant, hein, puisqu'on va sortir de cette crise avec une dette de 120% de dette sur PIB, des ratios très mauvais, et en plus on aura un PIB en baisse on va subir une des plus fortes baisses en termes de produit intérieur brut sur 2020 des pays de l'OCDE, avec 10%. Une croissance potentielle qui est la plus faible d'après-guerre, hein, qui était très faible avant le Covid. On risque de sortir du Covid avec un potentiel de croissance assez réduit. Et enfin, des défis à relever, on n'en manque pas, on n'a pris que 5 exemples. Le vieillissement de la population, ça on n'est pas les seuls. La transition vers un monde plus écologique et plus vert, la transition digitale, la santé pour tous, et bien sûr, malheureusement, les problèmes de terrorisme qui touchent notre pays.
Si on fait un focus sur le joyau de l'économie française, est-ce qu'il faut en parler au passé? J'espère pas. En tout cas, l'aéronautique, c'était jusqu'à 2019 la première filière exportatrice française avec 64 milliards d'euros. C'était 30% des emplois européens dans le secteur qui étaient situés en France, 19 000 embauches en CDI en 2019, 73% de ces 19 000 embauches en CDI. L'aviation civile, c'était en 2019 toujours 4,3% du PIB français. Le premier solde positif, bien sûr, de la balance commerciale et un écosystème qui représentait 350 000 emplois et 1 300 entreprises. Donc, ce qu'on pense chez Finaltis, c'est tout simplement que face à une situation aussi dégradée que celle de la France, alors bon, l'Espagne s'en tire pas beaucoup mieux, l'Italie un peu mieux, l'Allemagne plutôt pas mal, mais bon, en général, on pense qu'il faut, face à ces problèmes économiques très importants qui nous touchent, on va aller vers un transfert de richesse monétaire directement de la Banque centrale vers les agents économiques non financiers. Parce que généralement, la Banque centrale, vous le savez, est reliée aux banques. On pense qu'il faudra, les gens qui nous gouvernent seront contraints d'aller beaucoup plus loin. Donc, il faudra bien sûr passer par l'exécutif, l'État français, pour aller distribuer directement de l'argent aux ménages pour tenir la consommation. Et puis surtout, quand on a 5 secteurs forts, dont 3 à terre, il faut absolument trouver des filières d'avenir qui seront les emplois de demain. Donc là, on vous en a cité 4, il y en a beaucoup plus, heureusement. Encore faut-il en faire des secteurs qui pèsent autant que l'agroalimentaire ou le luxe aujourd'hui en France. Donc ça peut être les énergies nouvelles, l'intelligence artificielle, l'hydrogène, la capture de CO2. En tout cas, il faudra investir massivement si on veut que ces secteurs aient un poids comparable à ce qui étaient les secteurs champions de l'économie française aujourd'hui. Donc, dans ce contexte économique très difficile, il faut reconnaître que les marchés actions ont bien tenu après le gros accident du mois de mars. Pour nous, ça a une explication assez claire, c'est que les marchés obligataires, qui, comme vous le savez tous, pèsent beaucoup plus lourd que les marchés actions, sont tenus aujourd'hui des papiers les plus courts et les plus sûrs aux papiers les plus longs et les plus risqués, sont tenus d'une main de fer par les banques centrales. Et pour qu'un marché action baisse beaucoup, il faut d'une manière ou d'une autre que les obligataires s'en mêlent. C'est-à-dire que les gros gérants obligataires qui sont sur des marchés de gré à gré où il n'est pas facile de vendre ces obligations, surtout quand les fourchettes s'écartent et qu'il y a de la tension dans le marché, se mettent à vendre des contrats futurs sur un indice, ça peut être le CAC 40, l'Eurostoxx ou le S&P. Ce phénomène ne s'est pas mis en route dans le dernier sell-off, qui était pourtant assez violent fin octobre, c'est-à-dire que le marché action a baissé et les marchés obligataires ne sont pas tendus du tout. Donc vous verrez sur LinkedIn, on a mis notre tête sur le bio, c'est le cas de le dire, puisqu'on a dit que les marchés, la baisse des marchés n'irait pas beaucoup plus loin. On l'a écrit sur LinkedIn à la fin du mois et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et cette position, on pense qu'il va y avoir toujours beaucoup de volatilité dans les marchés, mais on maintient cette position chez Finaltis de penser qu'on n'aura pas de sell-off comparable à ce qu'on a eu au mois de mars. Donc, dans le contexte actuel où les banques centrales tiennent les papiers obligataires, on arrive à des aberrations, et il y en a une qui saute aux yeux, c'est le rendement des junk bonds aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui, quand vous achetez des obligations pourries, puisque c'est la traduction littérale de junk bonds, vous avez des rendements qui sont au plus bas depuis 20 ans. Et ça, bien sûr, sans banque centrale, sans l'action de la Fed, ce serait impossible, puisque vous pouvez voir sur le mois de mars, en fait, sur l'extrême droite du graphique, vous voyez un pic autour de 12%. C'était tout simplement les junk bonds qui allaient chercher la fair value, le vrai prix, et ce vrai prix n'a pas pu s'exprimer puisque aujourd'hui, la banque centrale, c'est la banque centrale qui fabrique les prix. Donc tout ça nous rend un peu inconfortable, surtout que 12%, c'était des taux élevés, effectivement, pour le junk, mais c'était beaucoup moins que ce qu'on a connu dans une crise qui, pourtant, a été beaucoup moins violente, puisque je vous rappelle qu'en 2009,
on a eu un PIB mondial qui était quasiment à 0, alors qu'on va avoir une baisse de PIB mondial de 4%, et les junk bonds ont été jusqu'à des rendements de 25%. Donc voilà, on a un marché obligataire qui, même sur les obligations et les entreprises pourries, est complètement tenu. Donc nous, on s'en tient à notre classe d'actifs, hein, vous la connaissez, c'est notre classe d'actifs de prédilection, c'est les investment grade equity, donc c'est les actions avec un très bon risque, un très bon crédit. On ne peut pas s'empêcher d'en citer deux qui incarnent cette classe d'actifs, Johnson & Johnson et Microsoft, qui sont les deux derniers AAA du monde, mieux notés que la dette américaine, mieux notés que la dette française. Alors, la raison pour laquelle on en est là et pour laquelle ça tient, voire même ça monte, ces marchés actions, au-delà du news flow qu'on peut avoir sur la lutte contre le virus, c'est qu'en fait, comme diraient les adolescents aujourd'hui, les banques centrales sont devenues nos best friends forever et il faut que ça continue parce que ce sont ces banques centrales qui aujourd'hui permettent aux actifs de se valoriser tel qu'on le voit dans ces marchés. Sans ce soutien des banques centrales, nonobstant le news flow sur le coronavirus, on ne serait absolument pas là où on est aujourd'hui. Alors, passons maintenant rapidement au fond, Finaltis Titan puis Finaltis Digital Leader. Alors, un mot de rappel sur ce qu'est Finaltis Titan, vous le connaissez néanmoins en quelques phrases. Finaltis Titan, c'est un fonds qui n'investit que dans les actions d'un nombre extrêmement limité de valeurs d'entreprises sélectionnées sur des critères très rares, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. Il est assez rare qu'on fasse rentrer dans nos univers d'investissement un nouveau titan. On en a fait rentrer un récemment, c'est Ferrari. On lui a même consacré pour le mois d'octobre on a mis un coup de projecteur sur Ferrari et on a raconté l'histoire de Ferrari qui était dans le portefeuille à fin octobre et que nous avons fait rentrer au cours du mois. Donc ces valeurs ont en partage une croissance avérée, une croissance validée et une capacité à résister aux crises, crise du coronavirus comprise, très élevée et une visibilité sur leur activité très importante. Le tout avec un bilan très sain, ce qui permet de les qualifier, comme on le fait aux États-Unis, d'investment grade equities. Le fonds Finaltis Titan n'est pas systématiquement investi. Pourquoi? Parce que ces valeurs, qui sont en général très chères en termes de prix de leur croissance, ou rapportées à leur croissance, ou rapportées à leurs bénéfices, peuvent être à un certain moment, à notre avis, excessivement chères. Donc nous cherchons dans Finaltis Titan à avoir en permanence un portefeuille qui soit constitué des valeurs dont les prix ne nous paraissent pas totalement délirants. Et enfin, on ajoute à Finaltis Titan des options, on achète des options très en dehors de la monnaie sur les indices de manière à dérisquer d'une grande part du risque de marché ce portefeuille, c'est ce que nous appelons l'assurance de portefeuille. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Qu'avons-nous fait le mois dernier dans Titan et où en sommes-nous? Alors, le fonds est flexible, comme le disait Denis, très flexible même, puisqu'on a utilisé tout ce que notre mandat nous autorise, à savoir d'être en exposition action de 45 à 100%. On a été à 100% mi-mars, on a été aussi à 45% courant juin. On est depuis 2-3 mois autour de 60-65%. Au moment où je vous parle, l'exposition a baissé, puisqu'il y a eu 2 séances assez exceptionnelles pour le fonds, exceptionnellement bonnes, on va dire, et donc on cristallise cette performance. À ce soir, le fonds sera exposé à peu près à 57% aux actions. Voilà, donc un usage, la flexibilité, ça n'est pas du marketing sur Finaltis Titan. On utilise vraiment cette flexibilité pour maximiser notre performance. Donc, les mouvements du mois, on va commencer par Ferrari. Denis en a déjà parlé. C'est bien sûr une magnifique valeur. On a mis, nous, un peu de temps à se faire notre avis sur l'électrification. On a compris finalement que l'électrification de la gamme serait plus un atout qu'un danger pour Ferrari. C'est vrai qu'on va dans un monde où les centres-villes seront petit à petit débarrassés des moteurs thermiques, ce qui veut dire que si vous voulez d'un air majestueux lancer aux voituriers les clés de votre Ferrari, il faudra dans quelques années qu'elle soit électrique, ou sans ça, vous serez obligé de faire les derniers mètres
ou les derniers kilomètres à pied ou en métro, ce qui est quand même beaucoup moins rigolo. Donc là, je vous ai mis le bas de gamme, l'entrée de gamme, la Ferrari Roma à 200 000 €, qui est toujours un moteur thermique, mais vous allez voir l'électrique monter en puissance chez Ferrari, comme il monte en puissance chez Porsche. Taycan, c'est vrai, est un gros succès. Ça nous a aussi convaincus qu'on pouvait garder l'attractivité de ce type de produit avec des moteurs électriques. Mais le gros avantage, et ce dont on parle beaucoup moins, c'est qu'un bloc moteur chez Ferrari, ça coûte environ 100 000 €. Donc, on comprend que les voitures vaillent assez cher. Et on peut faire aujourd'hui des très belles mécaniques électriques pour 3 fois moins cher. Donc, on pense que Ferrari fait partie de ces gammes qui garderont la magie de la marque tout en ayant des blocs moteurs électriques, sachant que les blocs moteurs thermiques seront réservés à des supercars et probablement une Ferrari thermique dans 5 ou 10 ans, ça sera une voiture à 500 ou 600 000 €. Le gros avantage de Ferrari, c'est que c'est du luxe. Mais c'est du luxe où on achète dans sa zone de chalandise. On ne va pas à Paris ou à Dubaï acheter sa Ferrari, on l'achète près de chez soi. Et ça, vous imaginez bien que dans les temps actuels, c'est un gros avantage. On a pris position sur Kimberly-Clark, qui est un titan de longue date, une société qu'on travaille beaucoup. Il se trouve que le titre avait corrigé de 14% depuis le début du mois d'août, une grosse correction. Kimberly-Clark, c'est une société en croissance modeste, mais très régulière, un métronome de la croissance et un bilan particulièrement solide, ce qui en ces temps tourmentés nous rassure bien. Alors, vous voyez qu'ils instrumentalisent à fond les problèmes du coronavirus en vous expliquant bien que votre main est votre ennemi et qu'il faut bien la laver. Voilà. Mais plus sérieusement, c'est une société qui surfe bien sûr sur tout ce qui est hygiène personnelle dans cette période-là et qui est capable, coronavirus ou pas, d'avoir des croissances très régulières. On a vendu des boissons, alors 2 types de boissons, des spiritueux avec Pernod Ricard, avec des multiples de valorisation qui sont à notre avis un peu exigeants, même si on adore cette société. On sait que la croissance sera durablement affectée. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un certain nombre de pays dont le nôtre où les bars sont fermés, ça n'aide pas vraiment les affaires et c'est pour ça qu'on est très exigeant, nous, en termes de valorisation sur des titres comme Pernod Ricard et donc comme Heineken aussi, qui va subir une baisse de chiffre d'affaires assez spectaculaire cette année, moins 53%. On pense que ça va mettre 2 ans, 3 ans ou plus pour retrouver, compenser, je dirais, ce manque à gagner. Voilà, donc c'est des sociétés solides, superbes, mais qui vont subir un très gros accident de croissance. Donc, on se doit d'être très exigeant sur les niveaux de valorisation. Pourquoi Essilor-Luxottica est à la fois dans les achats et dans les ventes? C'est parce que, fidèle à notre process et à notre style dans Titan, on a vendu et acheté Essilor dans le même mois. Donc, on l'a vendu à un peu plus de 120 € le 8 octobre. On l'a racheté à un peu moins de 105 € le 30 octobre. Et comme on est entre nous, je peux vous faire cette confidence, on l'a déjà revendu autour de 120 € récemment. Voilà, c'est un titre qui est remarquable, mais qui, bien sûr, avec la fusion, avec le business de Luxottica, est aujourd'hui à la tête d'un très très gros réseau retail, puisque Luxottica, on ne le sait pas forcément, c'est 2500 magasins dans le monde qui sont pour une bonne partie d'entre eux fermés. Voilà, donc il faut faire attention sur ce titre et là aussi être très très exigeant en termes de valorisation. Donc, si on fait une photo du portefeuille de Titan au 30 octobre, ça a un peu bougé depuis. Là aussi, je peux vous dire que Newmont et Barrick Gold sont aujourd'hui les 2 premières lignes du fonds, que Reckitt Benckiser est dans le top 3. Au 30 octobre, on avait voilà, les titres, je vous laisse regarder les logos, que des très belles sociétés qui sont dans les 10 premières positions de Titan. Le fonds a beaucoup tourné, 12 fois. Là, on va se rapprocher avec les jours derniers plutôt de 14 fois. Et ça, c'est important de le noter, le fonds est plus exposé dans sa poche action à l'Amérique du Nord qu'à l'Europe pour le 2e mois consécutif. C'est
C'est la première fois que ça arrive depuis le début du lancement du fonds, il y a 5 ans. Et ce n'est pas indépendant de la macro, malgré tout, quoi. Nous, on fonctionne complètement bottom-up à partir des idées, mais on est obligé de regarder le contexte économique. Vous savez qu'aux États-Unis, le PIB va baisser de 3,5% cette année. Et que probablement les démocrates, d'une manière ou d'une autre, aidés en ça par les républicains, vont mettre 10% du PIB en plan de relance. Ça veut dire que les États-Unis vont tomber dans un trou plus petit que le nôtre et vont en sortir de manière beaucoup plus forte et vive, ce qui explique la raison pour laquelle on a plus de facilité à faire du stock picking aujourd'hui en Amérique du Nord qu'en Europe. Pour finir sur Titan, un point sur SAP. Donc, bien sûr, on ne va pas vous lire cette slide que vous pourrez grossir à volonté directement sur votre écran. Voilà, ça vous donne aussi une petite idée de la manière dont on travaille. Donc, il y a un stock guide chez Finalty sur chaque titre. Fait pas forcément l'objet d'une recommandation, mais est maintenu. Notre thèse d'investissement, si elle est claire, on doit être capable de l'écrire en quelques mots. Donc là, vous avez notre thèse d'investissement sur SAP. C'est un titre qui a beaucoup souffert, puisqu'il a baissé de 25%, quasiment en 2 séances. Ça a été l'occasion pour nous de faire des positions pleines sur Titan et vous le verrez aussi sur Digital Leader. Il y a 2 titres de classe mondiale dans le logiciel en Europe qui s'appellent Dassault Systèmes et SAP. On pense que cette grosse déception du marché est aussi liée à un pilotage des guidance en bon français, donc des perspectives telles que le management les communique, un peu différent. Aujourd'hui, on a un nouveau CEO à la tête de SAP qui a un style très différent de Bill McDermott et qui tient à être plus prudent. Et c'est très avantageux aussi pour lui de passer les comptes à la paille de fer, de baisser les attentes des analystes. Pourquoi? Parce qu'il paraîtra dans 3 mois comme un héros quand il annoncera ce qui seront, à notre avis, des résultats très solides pour SAP. Alors, les résultats des SAP, pourquoi, à notre avis, seront-ils très solides? Parce que, en fait, comme la plupart des sociétés de ce type, elles vont aller de plus en plus vers le cloud, qui est donc un relais de croissance absolument faramineux. Comme toute la digitalisation de l'économie mondiale aujourd'hui, les bourses ne s'y trompent pas et on se permet ce petit point d'arrêt, ce coup de projecteur comparatif sur ces 2 flashs temporels que sont 2008, donc l'année où on considère, enfin certains considèrent que la digitalisation prend son essor avec la sortie du premier iPhone sur le marché, et donc 2020 aujourd'hui, donc les 10 premières capitalisations mondiales de 2008 et les 10 premières capitalisations mondiales de 2020. Bien sûr, les capitalisations dont on parle ne sont pas les mêmes, on a eu un peu d'inflation, on est en dollars courants, mais néanmoins, si on regarde en 2008, on a 5 majors pétrolières, dont 2 chinoises, dans le top 10. Si on regarde donc PetroChina, qui était la plus grosse capitalisation boursière il y a 12 ans, en 2008, et si on la regarde aujourd'hui, vous avez une division par 6 de sa capitalisation boursière en dollars courants. General Electric qui est complètement sorti des radars, Shell également, AT&T bien sûr, aussi ICBC aussi. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, on a des valeurs de la digitalisation qui ont très fortement monté en termes de capitalisation et qui, à l'exception de Berkshire Hathaway, constitue la totalité de notre peloton de tête des 10 plus grandes capitalisations mondiales. Donc là, très concrètement, la digitalisation, elle est déjà là du point de vue des marchés qui, on le sait, achètent également le futur. Donc la digitalisation est là pour durer. Alors, il y a un certain nombre de choses intéressantes à dire. Et en l'occurrence, il y a un petit… Alors, report ou accident, Bruno, sur Ant? Ouais, alors, report, on espère report. En tout cas, Ant, on avait fait cette slide parce que c'était bien lancé. On devait avoir une des IPO les plus spectaculaires de ces dernières années. Tout simplement, la plus grosse IPO jamais faite, puisque Ant… il y avait une demande institutionnelle pour le papier Ant qui était absolument incroyable, 284 fois plus importante que l'offre. Il y avait des institutionnels qui s'étaient engagés à garder le papier pendant plus de 2 ans. Donc vraiment une période de pré-IPO qui se passait superbement bien.
Et quelques jours avant que cette société, donc ce groupe de services financiers fondé par Jack Ma, qui est une émanation d'Alibaba et dont Alibaba est actionnaire, quelques jours avant que cette société aille en bourse, Jack Ma a tout simplement été convoqué par les autorités chinoises qui lui ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs de vouloir lui laisser sa licence de crédit. Donc, vu qu'un des produits phares de vente, c'est les solutions de crédit, vous imaginez la stupéfaction, bien sûr, de Jack Ma, mais aussi de tous les investisseurs. Vous avez tous les plus beaux banquiers de la Terre qui sont au syndicat qui étaient dans ces introductions, Morgan Stanley pour Hong Kong, voilà, il y avait vraiment du très très beau monde et il se trouve que cette Ant aurait dû coter sur des niveaux de market cap supérieurs qui en auraient fait une société d'une taille supérieure à celle de JP Morgan, première banque américaine. Donc, à notre avis, ça va revenir. Mais pourquoi on a laissé ces slides? C'est parce que ça doit tous nous faire réfléchir sur la gouvernance en Chine. Il y a un certain risque à investir dans des boîtes chinoises. Donc, nous, c'est pour ça qu'on est très précautionneux. Vous le verrez dans Digital Leader. On a des boîtes chinoises, mais il est hors de question de mettre un tiers du portefeuille en Chine. Et on pense que là-dessus aussi, sur cet axe-là, il faut faire preuve de prudence pour les mois et les années à venir. Alors, digitalisation, justement, c'est l'angle d'investissement de Finaltis Digital Leader, qui est un fonds 100% investi sur cette thématique très large. Et nous, on préfère qualifier ce fonds de multi-thématique, parce que la thématique digitale est tellement large, avec un certain nombre de thèmes sous-jacents qui sont d'ailleurs très différents et des stades de maturité extrêmement différents les uns des autres, très diversifiants, pour constituer un portefeuille large, multisectoriel, profitant de la surcroissance de la digitalisation de l'économie mondiale. C'est une affaire américano-chinoise, essentiellement. Ça nous fait mal à nous, Européens, de le reconnaître, mais c'est une réalité. C'est une affaire essentiellement américano-chinoise. Et la raison pour laquelle on a mis cet exemple Ant, c'est tout simplement pour nous rappeler que même si l'Internet et la digitalisation au sens large est essentiellement une affaire américano-chinoise, méfions-nous quand même des investissements en Chine, parce qu'on est très clairement sur une économie administrée et un pays dirigé. Donc, en tant qu'investisseur, on ne peut que déplorer, au moins en termes de gouvernance. Donc, même si, bien entendu, on le verra dans Digital Leader, il y a des entreprises chinoises qui d'ailleurs se comportent très très bien et expliquent une part de notre performance cette année, on fait extrêmement attention à de nombreux risques, et il y a un risque qu'on a tous en tête, et il est particulièrement majeur alors que les GAFAM ont piloté, emporté et littéralement phagocyté une bonne part de la cote. Il y a un risque de concentration assez fort sur des thèmes et voire même sur des entreprises, donc un risque spécifique très fort. Or, dans Finaltis Digital Leaders, fidèle en cela à notre philosophie chez Finaltis d'une attention soutenue au risque, eh bien, nous refusons ce risque de concentration et on ne met jamais plus de 4% de notre portefeuille sur une valeur, même quand c'est une conviction extrêmement forte, et on écrète à mesure que ces valeurs se déploient et que leur capitalisation augmente. Ce qu'on a été amené à faire, par exemple, sur Alibaba, on en reparlera avec Bruno. Donc, en l'occurrence, pour une année comme 2020, qui est complètement emportée par des mastodontes de la cote, il est certain que ne jamais avoir plus de 4% sur un titre, c'est certes une prise de risque inférieure, mais c'est également un potentiel de performance vraisemblablement moins. Néanmoins, on est à plus de 18% de hausse cette année, avec, pensons-nous, une nature et une qualité de risque qui est bien supérieure à ce qu'on pourrait avoir si on était très concentré ou très spécialisé sur certains thèmes seuls. Ce que nous ne sommes pas, nous sommes bien diversifiés en termes de nom et en termes de secteur. Qu'avons-nous fait le mois dernier, donc, sur Finaltis Digital Leader? Donc, sur le mois dernier, on s'est renforcé sur SAP, on a déjà parlé, on dira un mot de Intuit aussi, une superbe société américaine. On a écrété Alibaba, pas pour les raisons qu'on a évoquées avant, mais tout simplement parce que le titre a tellement monté que là, on dépassait notre zone de confort, qui est 4%. Même sujet sur PayPal et Facebook. Donc, on a un top 10 qui est assez varié, où bien sûr le GAFA est représenté, mais la caractéristique du Digital Leader, c'est bien sûr d'être
totalement intransigeants sur ces expositions maximales. Donc, on a une exposition au GAFA qui est inférieure, je dirais, à la moyenne de nos compétiteurs, puisqu'on capte Microsoft, Alphabet et les autres à 4%. Ce qui nous permet d'avoir plus de variété dans le portefeuille. C'est pour ça que dans nos top 10, on a donc Baba, on a Accenture, on a Sony, qui est un titre en fusion avec la PS5. On a PayPal qui est un bénéficiaire incroyable de la crise. Mais on pense que en fait, PayPal, coronavirus ou pas, est un titre incroyablement positionné. En gros, c'est le même business que Visa ou Mastercard, mais avec beaucoup plus de marge. Mais c'est vrai que grâce au confinement, PayPal a gagné entre 3 et 4 ans de développement commercial. Voilà. Et on a aussi du Salesforce, qui est une des boîtes de logiciels qu'on admire le plus. Donc, vous voyez qu'au niveau des thématiques, c'est un fonds malgré tout très diversifié. Donc, c'est des thématiques dans le digital. C'est un fonds aussi diversifié en termes géographiques, puisque beaucoup de fonds digitaux en fait sont très très concentrés sur les États-Unis. Nous, on a moins de 70% de notre portefeuille aux États-Unis. On a une bonne part en Asie-Pacifique, et puis on arrive à trouver des titres quand même. Et vous verrez que ça nous a pas mal réussi, d'avoir ces titres dans la rotation sectorielle nous a pas mal aidé. Donc en Europe, on a du Temenos, on a du Amadeus, on a du Worldline. Voilà, on pense que, et du Dassault Systèmes et du SAP, on pense qu'il y a quand même des belles choses dans le digital à faire en Europe. Un petit mot sur Intuit, donc même méthodologie qu'avec SAP. Notre thèse d'investissement, elle est assez simple. C'est un business très résilient qui surfe sur le grand dynamisme des sociétés petites et moyennes aux États-Unis, des indépendants, on va dire, qui ont besoin d'avoir des logiciels pour automatiser leur compta, pour avoir des déclarations fiscales qui soient les plus efficaces possibles. Donc Intuit, c'est pas de la croissance explosive comme dans d'autres secteurs du logiciel, mais vous le voyez en bas à droite, c'est écrit petit, mais c'est une société qui arrive toujours à se situer dans une fourchette entre 8 et 12% de croissance, et c'est surtout une société qui absorbe le choc coronavirus d'une manière remarquable. Et bien sûr, c'est comme toutes les boîtes de logiciels au monde, la transition vers le cloud est en route chez Intuit. Donc, de plus en plus, les particuliers, les entreprises n'auront pas à installer le logiciel Intuit et à maintenir le logiciel Intuit sur leur machine, à le mettre à jour, mais ils iront tout simplement se connecter sur le site d'Intuit et elles iront directement au cœur du sujet, leur comptabilité, plutôt que se soucier de problèmes informatiques. Voilà, donc on en a terminé dans les temps pour cette présentation qu'on avait calibrée pour environ 45 minutes. Ce que je vous propose, que Bruno et moi vous proposons à présent, c'est de regarder dans notre chat room si on a quelques questions et d'en prendre, si possible, 2 ou 3. Voilà, donc quelles sont les questions? Merci. Avec l'arrivée des démocrates aux US, comment regardez-vous les valeurs sur les énergies renouvelables? Plus généralement, pensez-vous réorienter votre portefeuille vers moins de tech, pharma, pétrole et plus de secteurs qui auraient beaucoup souffert lors de ces derniers mois? C'est une excellente question. Alors, bon, il y a d'abord, je vais te laisser la parole, Bruno, sur ce sujet-là, mais il y a d'abord quand même une grande, comment dire, bien entendu, d'un côté, une grande capacité de rattrapage sur ces valeurs-là, elles sont très intéressantes. Néanmoins, on l'a vu, il y a quand même beaucoup d'incertitudes et on va avoir une présidence Biden, démocrate au sens large, une administration démocrate au sens large, qui va devoir composer. Alors, composer, quand on est une administration américaine, il y a un certain nombre de façons de s'en exonérer, entre guillemets. On peut diriger les États-Unis même sans avoir le Sénat, c'est juste beaucoup plus compliqué. Mais on va voir si les démocrates vont recourir, comme l'avaient fait les républicains, qui avaient beaucoup moins de mal à le faire, aux executive orders, aux décrets présidentiels, qui sont une façon
quand on ne détient pas le contrôle absolu du Congrès, d'avancer. Bon. Il est clair que les thématiques liées à l'environnement, liées à tout ce qui est aux énergies vertes d'une manière générale, intéressaient et intéressent beaucoup plus les démocrates qu'elles n'intéressaient l'administration, c'est une évidence. Donc en termes de digitalisation, il est certain qu'un certain nombre de ces valeurs attirent notre attention. Néanmoins, on insiste beaucoup sur le fait que ce qui fait l'intérêt, j'oserais dire l'unicité de cette offre, c'est certes la surcroissance et le potentiel de surcroissance qu'il y a dans la digitalisation, mais dans un cadre très diversifié. Dit autrement, on ne cédera pas, comme on n'a pas cédé par le passé à la mode entre guillemets du tout robotique, par exemple, ou plus récemment à la mode de toute intelligence artificielle, on restera multisectoriel sur Finatis Digitalizer. Donc oui, on va infléchir, mais non, on n'ira pas mettre, pardonnez-moi l'expression, tout sur le rouge ou sur le 22 et les chevaux. Ce n'est pas du tout notre approche dans nos gestions en règle générale et certainement pas dans Finatis Digitalizer. Donc peut-être sur les tech, biotech et… Pour répondre à Franck, je peux tutoyer, hein, Franck. Tu as pu remarquer qu'on est on parle assez peu de utilities en général. Donc, il y a des utilities je dirais, du vent, du solaire, de l'eau. Alors, pourquoi on est assez peu présent en général sur les utilities? C'est justement parce que ce sont des secteurs qui sont éminemment dépendants des décisions politiques. Donc, le prix de rachat de l'électricité, le prix du gaz, tout ça, ça se décide au Parlement. On ne sait jamais exactement. C'est déjà très, très compliqué, je dirais, de modéliser une société. Ces sociétés-là, c'est des courbes en J. Elles commencent sur des gros projets à dépenser de l'argent pendant 5 ans avant, si tout se passe bien, d'en gagner pendant 20 ans. Si on ajoute à ça les décisions politiques, c'est très compliqué. Donc, nous, on est en train de chercher des sociétés qui pourraient, je dirais, continuer à avancer, même si le travail parlementaire aux États-Unis et en Europe n'allait pas à la vitesse qu'on l'espère. Voilà, mais d'une manière générale, on aime les sociétés qui arrivent à engendrer leur propre dynamique de croissance. Et je dois dire que ce secteur-là est particulièrement dépendant des décisions politiques. Donc, voilà, ce n'est pas un secteur facile à jouer. Il y a des choses intéressantes aussi à faire dans les secteurs traditionnels. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais une société comme Total, pour ceux qui la suivent et s'y intéressent, est une société qui sera un acteur majeur de la transition écologique en France. On aura du mal à basculer vers une économie plus verte en France sans l'argent de Total, hein, pour faire clair. Voilà, donc on travaille sur ce secteur, ce n'est pas le plus simple. Bon, finir en fait en creux dans ce qu'on dit. Bon, quelque chose qu'on n'a pas rappelé et qu'on aurait probablement dû rappeler, c'est qu'on a en fait une règle qu'on transgresse extrêmement rarement, c'est vraiment très exceptionnel qu'on prenne une valeur qui ne respecte pas cette règle, c'est qu'on aime les valeurs qui ont des cash flows positifs, des free cash flows positifs. Or, dans les secteurs qu'on évoque là, les clean tech notamment, c'est très difficile de trouver des candidats qui respectent cette valeur. Donc, tout ce que vient d'évoquer Bruno en matière de dépendance vis-à-vis du régalien, ça nous embête un peu, c'est très clair. Et ensuite, le fait qu'il n'y en ait quand même pas énormément qui soient en free cash flow positif, ça nous pose également un problème. Donc, on va aller et on va biaiser le portefeuille dans ce sens-là, mais ça sera vraisemblablement à travers des valeurs qui sont en train de financer le clean tech d'une autre manière. Voilà. On pense sur Air Liquide, par exemple, qu'il y a une optionnalité sur l'hydrogène qui n'est pas du tout pricée dans le cours d'Air Liquide aujourd'hui. Voilà. Il y a plein de choses à faire sur ce thème-là avec des valeurs sur lesquelles on est assez familier. Peut-être une question. Comment a évolué le taux d'investissement depuis fin septembre sur Titan? Sur Finatis Titan, d'accord. Depuis fin septembre, donc on a été assez stable, comme je le disais, sur 2-3 mois entre 60 et 65 euros. Et c'est sur 65%. Et c'est sur les derniers jours en fait que l'exposition a baissé. Et on sera ce soir à 57%. Voilà. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup de focalisation qui est
qui se fait sur le niveau d'exposition au marché des gérants actions flexibles. Et je dois rappeler quand même que ce qui compte dans une année pareille, c'est d'avoir les bons titres. On peut faire des performances très décevantes dans un marché qui monte avec 100% d'actions, des performances très bonnes avec 45% d'actions. Donc, c'est vraiment, il y a une telle dispersion quand vous prenez la performance de Worldline et celle de Société Générale, vous imaginez qu'on mélange tout ça, on met tout ça dans le CAC 40, les indices ne veulent plus rien dire, le marché est vraiment complètement écartelé entre des thèmes et des valeurs qui fonctionnent bien et d'autres qui s'enfoncent chaque jour que Dieu fait et qui, certaines relèvent un peu le nez ces derniers jours, mais le marché sur moyen long terme saura faire la différence. Peut-être deuxième question de demande de temps. Oui. Qu'avez-vous fait des valeurs contrariantes sur Titan et Unibail? Alors, merci Laurent de poser cette question parce que c'est vrai que c'est la gestion, c'est aussi le courage d'aller parfois sortir dans la rue habillé à la mode de demain ou d'avant. Voilà, donc on n'est pas toujours à l'aise, mais bon, il faut avoir des axes, des convictions. Donc nous, je rappelle ce côté contrariant qui nous a beaucoup servi, bien sûr, sur ces 2 derniers jours. L'idée, c'était qu'il y avait certaines sociétés qui étaient au cœur de la tourmente, mais qui pour nous avaient accès à la liquidité du marché obligataire. Je pense notamment à la levée de capital qu'a fait Unibail. Je pense à des sociétés comme ADP, comme des sociétés comme Airbus, derrière lequel il y a une chaîne de sous-traitance faramineuse. Donc ces sociétés-là ne peuvent pas faire faillite, à notre avis. Et on s'est concentré uniquement sur ces très très beaux profils, Compass qui est un Sodexo bien sûr qu'on avait, qui sont des sociétés au cœur de la tourmente, mais soit familiales, soit avec une exécution remarquable, soit et souvent aussi et même toujours avec un bilan remarquable. Ces sociétés-là, Laurent, on a pris beaucoup de profits ces derniers jours. Et donc on a raisonné à iso-risque, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé notre position se déformer avec la hausse du marché. Si on n'avait rien fait sur Unibail ce matin, on aurait 3,5% d'Unibail. Si on n'avait rien fait sur ADP, sur Sodexo, sur Compass, toutes ces sociétés-là seraient venues en tête du portefeuille. Nous, on ne voulait pas les avoir en tête du portefeuille, donc on a pris des profits. Voilà, et c'est ce qui a permis, en tout cas, c'est ce qui a permis au portefeuille de bien se comporter et de garder cet équilibre. Donc, l'idée générale qu'on poursuit dans Titan, mais aussi dans Digital Leader, où le fait d'avoir du Amadeus, du Temenos nous a beaucoup aidé. Et là aussi, c'était des titres contrariants. L'idée générale de Finaltis, c'est qu'on ne transfère pas vers nos porteurs, vers nos chers investisseurs, le risque de rotation sectorielle. Ce risque, on l'assume et on pense qu'il est très important aujourd'hui qu'un investisseur fasse la différence entre un tracker où finalement vous achetez une voiture sans volant et sans siège à l'intérieur et un fonds où le gérant dit moi je prends le volant et c'est moi qui vais piloter le fonds dans des inflexions qui sont absolument violentes comme on vit ces 2 derniers jours. Donc pour nous ça c'est déjà derrière, on se projette vers la suite. Donc les thèmes sur la fin de l'année c'est les mines d'or, c'est Reckitt Benckiser, c'est Roche et Novartis qui ont été très décevants. Donc on est déjà je dirais dans le coup d'après. Donc voilà, nous on commercialise chez Finaltis des fonds avec un volant et on ne transfère pas chez vous le risque et je dirais cette responsabilité de devoir timer l'entrée ou la sortie sur nos fonds. Je pense que pour faire du timing de marché, il y a des outils bien plus efficaces que les fonds à la gamme de Finaltis. Oui, alors peut-être les 2 jours qu'on vient de vivre, notamment la journée d'hier, est assez illustrative de ce que vient de dire Bruno. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu dans les portefeuilles ces idées un peu contrariantes qui ont payé très très cher, qui ont payé très nettement et qui ont apporté énormément de carburant à la performance des fonds, un fonds comme Finaltis Titan hier fait 3,4% de hausse, ce qui est rapporté au marché très élevé si on sait que Finaltis Titan a à peu près 50% d'exposition.
on arrive à le faire parce qu'on a ces positions contrariantes et on le fait en se projetant quand même dans demain. Donc on fait une rotation de portefeuille importante qui n'est pas forcément reflétée par un niveau de marché, un niveau d'exposition donné. Et enfin, sur Finaltis Digital Leader, on sait tous qu'en fin de journée, hier, le Nasdaq est parti en négatif et qu'il a terminé en territoire bien négatif. Et pour autant, Finaltis Digital Leader, grâce aux positions et à sa diversification, à sa position contrariante, a fait une journée positive de l'ordre de 1%. Donc, c'est un peu cette construction, c'est beaucoup cette construction de portefeuille, cette diversification qui permet de faire ça. Alors, on lague en faisant ça dans des mouvements où on est très momentum et où effectivement ces positions contrariantes peuvent coûter, elles peuvent coûter pendant des semaines. Hein. C'est clair que Unibail dans Finaltis Titan, ça a coûté de l'argent, mais pas d'Unibail ces derniers jours, notamment hier et aujourd'hui, c'était pas une bonne idée. Et on n'a pas de BNP Paribas ces derniers jours, c'est pas une bonne idée, pas de bancaire du tout, c'est pas une bonne idée. Or, on essaye d'avoir en tête en permanence dans la construction de portefeuille, que ce soit pour l'un ou l'autre fonds, le fait que d'une part on peut avoir tort et qu'il y a des rotations, elles sont extrêmement violentes, sont particulièrement violentes cette année, et c'est ça qui fait qu'on va avoir une forme de régularité, autant qu'on puisse l'avoir pour un fonds equity dans des marchés volatiles. Je ne pense pas qu'on puisse prendre non, je pense que si on veut respecter notre agenda, il faut nous quitter pour cette fois-ci. N'hésitez pas à nous envoyer des emails, à nous appeler et à nous poser des questions, à nous proposer de nous frotter le cerveau à des idées qui vous semblent importantes. On est très ouvert à ça, au contraire, on le sollicite vraiment. Il me reste, Bruno et moi-même, à vous remercier d'avoir participé à notre visioconférence et à vous dire tout simplement bonne soirée et à bientôt.